Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui font parfois froid dans le dos. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, lui, a eu froid, mais pas que dans le dos. Parce que vous nous racontez Wallace Hartley, le chef d'orchestre du Titanic. Oh, mais c'est affreux, écoutez, vraiment. Un peu de respect pour la mémoire de cet homme. D'autre part, je pense qu'on meurt très très vite dans Oui. l'eau. Non. Non, on meurt lentement, mais il paraît, je me suis intéressé à ça, que c'est une des morts les moins désagréables. Parce qu'en fait, on perd un peu connaissance, les sens sont tous diminués, et donc on se rend moins compte du truc. On est ankylosé. Oui. En tout cas, Wallace Hartley, lui, il est mort façon glaçon. Hein. Il avait pourtant fait beaucoup de traversées avant d'être engagé sur le Titanic en avril 1912. Il avait déjà fait 80 voyages sur mer, sur différents paquebots. À l'époque, c'était les noms en A. Alors le Lucania, le Lusitania, le Mauretania. Et c'est un jeune homme de 34 ans lorsqu'il est embauché en avril 1912 sur le Titanic. Ils sont 8 musiciens en tout qui vont assurer l'animation musicale à bord. Alors ils s'organisent en 2 formations. Leur rythme de travail d'ailleurs c'est pas trop intense. Hein. Ils ont quartier libre toute la matinée. Et de 15 à 17 heures, et le reste du temps, ils jouent dans le salon de première classe, la salle de réception, et puis évidemment à l'office dominical. Donc le 14 avril 1912, vers 23h30, le Titanic heurte un iceberg, on le sait, et c'est là qu'on demande à l'orchestre de jouer des airs entraînants. Allez-y, jouez-nous du ragtime, du jazz, il ne faut pas que les passagers paniquent. Premier élément de polémique, on le devine, c'est que en entendant une musique gaie, les passagers ont eu un sentiment de confiance qui les a plutôt incités à rester à bord. Est-ce qu'on n'aurait pas dû au contraire pas faire de la musique ou de la musique tragique et puis rendre les passagers un peu conscients de la gravité des choses? Allez-y, embarquez plus vite que ça. Alors qu'on le sait, il y a des tas de canots qui sont partis à moitié vides. Autre grande question. Le dernier air interprété fut-il plus près de toi, mon Dieu? Ou la valse Songe d'automne? Là aussi, les témoignages sont contradictoires. Cette grave question sera-t-elle un jour résolue? Quoi qu'il en soit, les musiciens auraient finalement arrêté de jouer vers 2h du matin, après quoi Hartley leur aurait déclaré « Messieurs, ce fut un privilège de jouer avec vous ce soir » et puis après, chacun pour soi, tous les musiciens sans exception ont péri dans le naufrage. Ah oui, vraiment, il n'y avait plus de canot pour eux. Non, il n'y avait plus rien. Alors, 10 jours plus tard, le 25 avril 1912, il y avait un bateau qui était chargé de récupérer les corps. On retrouve le corps d'Hartley, il était en uniforme, et il serre contre lui son violon. Le corps est rapatrié en Angleterre à bord de l'Arabique. Ça y est, là on est dans la série des bateaux en Nick. 30 000 personnes se pressent pour assister à ses funérailles qui ont lieu à Colne, sa ville natale. Et sur sa pierre tombale, alors là c'est très touchant cette pierre tombale parce qu'on a gravé les premières mesures de Plus près de toi mon Dieu et on a représenté également son violon parce que ce violon était un cadeau de Maria, sa fiancée qu'il allait épouser à son retour, même si il lui-même se surnommait Hartley parce que c'était un peu un séducteur et que pendant les traversées transatlantiques, sa fiancée, il l'oubliait un petit peu. Enfin, venons-en à ce violon. On retrouve en 2006, ça n'est pas si vieux, un violon annoncé comme étant celui d'Hartley et on l'identifie parce qu'il y a une petite plaque en argent sur laquelle est inscrit pour Wallace à l'occasion de nos fiançailles Maria. Mais il va falloir 7 ans et des milliers de dollars pour certifier l'origine de cet instrument. D'abord, il ne figurait pas sur la liste des objets trouvés. Donc on se dit s'il n'y est pas, c'est que ce violon n'existait pas. Mais c'est le cas apparemment de nombreux objets qui ont été retrouvés et ne figuraient pas sur ces inventaires. D'autre part, à l'époque, dans 4 journaux différents, on annonce le fait qu'on ait retrouvé Hartley et un violon. Bon, ça n'est pas un inventaire officiel, mais enfin c'était mentionné. Et surtout, ce qui plaît dans la faveur de l'authenticité de ce violon, c'est que dans le journal de Maria Robinson, donc la fiancée d'Hartley, on a trouvé une transcription d'un télégramme daté du 19 juillet 1912, un télégramme dans lequel elle exprimait sa gratitude à ceux qui avaient rendu possible le retour du violon. Donc ça, c'est quand même une très très bonne indication. D'où sort ce violon qu'on retrouve en 2006, lorsque Maria Robinson meurt, donc la fiancée d'Hartley.
c'est sa sœur, Margaret, en 39. Elle n'avait pas épousé quelqu'un d'autre après. Non, elle est restée vieille fille. Apparemment, elle a été très déprimée toute sa vie. C'était l'homme de sa vie. Il avait les oreilles un peu décollées, mais il était pas mal. Bon, il avait l'air de plaire aux femmes, en tout cas. En tout cas, quand elle meurt, la Margaret, sa sœur, elle donne le violon au major Renwick, un chef d'orchestre de l'armée du salut de Burlington, qui enseigne la musique. Et lui, le donne à une de ses élèves, qui l'a conservé ce violon pendant 75 ans. Et c'est le fils de cette dame qui a contacté le commissaire-priseur qui va faire la fameuse vente du violon. Et d'ailleurs, cet homme-là, il possédait d'autres objets ayant appartenu à Hartley. Une valise en cuir à ses initiales, des partitions, une bague, une paire de ciseaux. Alors ce violon, à quoi ressemble-t-il ? Il est resté 10 jours dans l'eau glacée. Mais il était protégé par son étui marqué aux initiales WHH, Wallace Henry Hartley. Il est parsemé de taches d'humidité. Il a quand même pris l'eau, donc il y a 2 longues fissures et il ne reste que 2 cordes et cette petite plaque d'argent. On a nommé des experts judiciaires gouvernementaux, des spécialistes de la corrosion de l'université d'Oxford. Premier test, qu'est-ce que c'est le premier test sur un violon qui a séjourné dans l'eau ? Un test de salinisation. Y a-t-il des traces de sel attestant d'un séjour dans l'eau ? Parce que si ce test-là avait été négatif, c'était plié et l'affaire s'arrêtait là pour ce violon. On a examiné les sangles, on a examiné la plaque de métal. Est-ce que sa corrosion est comparable à celle d'autres objets trouvés sous l'eau ? Y a-t-il ou non des microalgues ? Et si on trouve des algues, sont-elles compatibles avec celles que l'on trouve au large de Terre-Neuve, là où le bateau a coulé ? Ça fait des décennies qu'on débattait sur ce violon parce que certains pensaient que jamais Hartley n'aurait eu le temps de se sangler, de s'accrocher avec son violon, mais il semble que quand même si, avant de sombrer définitivement, il se l'est accroché autour du corps. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire, la charge historique, émotionnelle, affective autour de ce violon. Et donc, le 19 octobre 2013, ce violon en bois de rose de Wallace Hartley, le chef d'orchestre du Titanic, a été vendu plus d'1 million d'euros et cette vente constitue un record absolu pour un objet trouvé à bord du Titanic. Merci beaucoup Clémentine, c'est beau. C'était une belle illustration sonore de cette histoire qui méritait peut-être mieux, mais au moins on est plongé dans l'histoire. Un peu injuste, vous voyez, c'est que il y a un type qui avait rien demandé, qui a touché 1 million d'euros. Et il n'a rien fait pour ce violon, vous voyez, à part le vendre aux enchères. Ah, mais ça, ce sont les injustices de la transmission. Je veux dire, est-ce que l'a hérité d'un objet vous rend digne de... J'aurais mis ça au musée du Titanic, vous voyez. Peut-être, je ne sais pas où il a atterri, vous faites bien de poser la question. Il a atterri après avoir été vendu 1 million d'euros. Oui, mais enfin, tout à fait, mais enfin, est-ce que c'est plus injuste qu'un châtelain qui hérite de sa demeure et qui n'a rien fait, qui n'en a pas monté la première pierre? Touchez-en un mot à votre ami Macron. Ça vous entraîne très loin, cette histoire. Oui, c'est un vrai débat, mais ce n'est pas le lieu pour ce débat. Histoire d'un autre naufrage à suivre, c'est le quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.